Dans l'expérience de tous les jours, on assimile le vivant à ce qui bouge de soi-même. Et on sait aussi qu'il se nourrit et qu'il se reproduit. Mais le vivant reste un concept abstrait et un concept flou. C'est sans doute pourquoi la biologie nous apparaît comme une science du complexe, ce qui est vrai, mais aussi comme une science complexe elle-même. Et cependant, la vie nous intéresse au premier chef, car nous sommes tous des êtres vivants. C'est sans doute pourquoi aussi nous sommes intéressés à comprendre l'essentiel des propriétés de ces systèmes complexes. Est-ce qu'il existe une façon de voyager en biologie sans risquer de se perdre dans cette complexité? Y a-t-il dans ce domaine quelques concepts simples qui puissent nous donner une idée claire de ce qu'est un être vivant? L'hypothèse qui préside à cette série d'entretiens, 12 clés pour la biologie en l'occurrence, l'hypothèse est que toute discipline, si riche, si complexe soit-elle, repose sur un petit nombre de principes simples, mais fondamentaux, et qui donnent accès à sa compréhension. Alors, il est dans le sens commun de considérer la biologie comme la science de la vie. Et, Jean Stavisky, il est logique de penser que la science de la vie doit être capable de définir ce qu'est la vie. Or, la première clé que vous avez choisie, la première entrée, c'est la diversité du vivant et non sa définition. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il me semble difficile de commencer tout de suite à définir ce qu'est un être vivant, que par ailleurs je ne m'embarquerai pas dans la définition de ce qu'est la vie, sinon ça nous mènerait à considérer des points de vue métaphysiques qui ne sont pas de mon ressort. Et ensuite parce que finalement c'est la diversité qui saute aux yeux, c'est ce qui est déjà perceptible quand on se promène, quand on regarde un peu la nature. Et il suffit d'aller faire un tour au jardin des plantes ou dans un zoo ou dans la campagne pour voir à quel point on a affaire à des espèces qui sont différentes et où il n'y a aucun problème pour les distinguer les unes des autres, depuis le lion jusqu'au tigre, en passant par le chêne et le roseau, le chat, la belette et le petit lapin. Ce ne sont pas les diversités de formes, de couleurs, de comportements qui manquent, et finalement c'est ce qui frappe. Et encore maintenant, les deux grandes catégories végétaux-animaux paraissent licites. Tout à fait, il est quand même facile, sauf dans certains cas limites, de distinguer ce qui est un animal de ce qui est un végétal. Mais cette diversité, elle apparaît donc aussi, elle apparaît comme étant frappante simplement aux yeux du promeneur, mais elle peut se voir aussi au niveau de ce qu'on appelle le monde microscopique. Il suffit de laisser infuser pendant quelques jours quelques fleurs dans un vase, recueillir l'eau, mettre ça sous le microscope, et on a alors affaire à un monde fourmillant, frétillant, d'animalcules, d'unicellulaires, qui apparaissent tous comme étant extrêmement différents. Il y a donc une remarquable, une extraordinaire diversité des formes adoptées par les êtres vivants, qu'il s'agisse des animaux, des végétaux, des insectes, du monde microscopique, des bactéries, des protozoaires, des algues, etc. Dans votre discours, vous êtes parti apparemment du plus grand vers le plus petit, c'est-à-dire de ce qu'on peut voir tous les jours, oui. Vers des choses qu'on ne peut voir qu'au travers des microscopes. Oui, mais qu'on peut voir quand même. Qu'on peut voir quand même. Alors on peut peut-être pour cette première conversation choisir également le même type de procédé, c'est-à-dire partir du plus vaste vers le plus petit, et en particulier de considérer successivement la diversité à travers les espèces, puis à l'intérieur d'une espèce, etc. Oui. Alors, la diversité à travers entre les espèces, on vient d'y faire allusion. Il faudra y rajouter aussi ce qui concerne les espèces qui ont maintenant disparu, les espèces préhistoriques, où là aussi, il y avait une extraordinaire variabilité de formes, et probablement de fonctionnement et d'adaptation à des milieux extrêmement différents. On peut aussi parler de la diversité à l'intérieur d'une espèce. Mais avant d'y venir, je voudrais peut-être faire une remarque. C'est que, bien qu'il y ait diversité, il est clair, et tout le monde peut le remarquer, que les caractères d'une espèce se retrouvent dans les descendants de cette même espèce. C'est ainsi que lorsqu'une amibe se divise ou lorsqu'une bactérie se divise,
L'amibe donne naissance à une amibe, la bactérie donne naissance à une bactérie. Lorsqu'un couple de lapins va faire des petits lapins, un couple de canards va faire des petits canards. Il y a donc quelque chose qui se conserve, qui est transmis de génération en génération, que l'on retrouve dans les descendants de chaque espèce. Et pourtant, on parle de l'évolution des espèces. Et on a raison de parler de l'évolution des espèces, parce que les espèces ont évolué les unes à partir des autres, qu'on a de bons arguments maintenant pour en être assuré. Et c'est un problème qu'on verra un peu plus tard, lorsqu'il sera question justement de l'évolution, si vous le voulez bien. Bien, alors donc on revient à la stabilité de l'espèce dans sa propre transmission. C'est ça. Alors ce qui est extraordinaire, si on prend par exemple le cas des organismes à reproduction sexuée, c'est que le passage de génération en génération se fait par l'intermédiaire d'une cellule unique qui est l'œuf et qui vient de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Par conséquent, ce qui est transmis, ce ne sont pas les caractères propres de l'espèce, ce n'est pas la forme du visage qui est transmise. C'est quelque chose qui fait que la forme du visage de l'enfant qui sera issu de l'œuf en question sera telle ou telle. Et avant de parler, par exemple, de la transmission, on ne peut pas parler de la transmission du caractère cheveux noirs ou cheveux blonds. On peut parler de la transmission de quelque chose qui va imposer la nature de la couleur des cheveux. Un œuf n'a pas de cheveux, donc c'est pas le cheveu qui est transmis, c'est une potentialité, une information, dirons-nous, une information qui, de l'œuf, va conduire à la formation des cheveux, qui seront noirs ou blancs ou roux, etc. Donc c'est quelque chose qui est transmis, ce qu'on peut appeler une information, c'est ce qu'on appelle maintenant les gènes, si vous voulez, ou c'est ce qu'on dit aussi, c'est le programme génétique de chaque individu, de chaque espèce, qui est transmis ainsi de génération en génération. Là, on peut peut-être faire une petite remarque, qui est aussi une remarque d'observation. C'est quel peut être le rôle du milieu dans cette transmission. Alors, l'observation est la suivante. Il suffit, là encore, de se promener au bord d'un étang ou de faire un peu de pêche à la ligne pour recueillir dans une épuisette un œuf de poisson, un œuf de grenouille et une grève de nénuphar, ceci dans le même étang. Et l'œuf de poisson va donner un poisson, l'œuf de grenouille va se transformer en tétard, qui donnera une grenouille, la graine de nénuphar va donner un nénuphar, ce qui veut dire que ce programme, en quelque sorte, qui va conduire à la formation d'un individu spécifique, il ne vient pas du milieu. Ce n'est pas le milieu qui impose la forme et les caractéristiques de l'individu, puisque le milieu est le même. C'est le milieu, c'est l'étang. Le milieu, il apporte le support, il apporte l'alimentation, mais le programme lui-même, c'est le programme, il est contenu dans l'œuf. Et c'est, autrement dit, on pourrait dire que tout est dans l'œuf. D'ailleurs, on y reviendra lorsqu'il sera peut-être question des importances relatives du milieu et de l'hérédité dans la réalisation des caractères propres aux êtres vivants. Il y a un deuxième point où la diversité peut se noter très facilement, cette fois encore, c'est à l'intérieur d'une espèce. Alors, à l'intérieur d'une espèce, qui a considéré la nôtre, l'espèce humaine, il suffit là encore de prendre le métro ou d'assister à un match de football, de se trouver dans l'arène et de regarder ses voisins pour constater qu'aucun ne ressemble aux autres, et que chacun de nous finalement est différent des autres, et que la diversité qu'on avait notée entre les espèces se retrouve parmi les individus qui font partie d'une même espèce. C'est vrai pour l'espèce humaine, c'est vrai aussi pour les espèces d'animaux sauvages ou de plantes sauvages. C'est moins patent lorsqu'on considère des plantes cultivées ou les animaux domestiques, mais il y a une raison à ça. La raison, c'est que les animaux domestiques, les plantes cultivées, ont été construites finalement pour subvenir à nos besoins récréatifs ou alimentaires en fonction d'un certain nombre de critères et en opérant à la suite de croisements contrôlés qui ont eu pour objet et qui ont toujours pour objet de rendre les plantes d'une espèce donnée aussi semblables que possible, ne serait-ce que pour faciliter la récolte, qu'elles aient le meilleur rendement,
ou des animaux domestiques aussi semblables que possible pour avoir par exemple une bonne production laitière et avoir des caractères constants. Ce qui veut dire que animaux domestiques et plantes cultivées ont en quelque sorte un programme génétique qui est moins diversifié que le programme génétique de chacun des individus qui appartiennent à une espèce. Alors je voudrais revenir simplement sur le cas sur le nôtre, le cas de l'homme. La différence est telle que finalement on peut dire d'une façon un peu provocatrice que l'homme avec un grand H n'existe pas, ni la femme avec un grand F, que le français moyen c'est une vue de l'esprit, c'est utile pour les statisticiens, mais ça n'existe pas en tant que tel, et que chaque enfant qui naît est finalement un être nouveau dont il n'a jamais existé, dont il n'existe pas et dont il n'existera jamais d'autres exemplaires, et ça, on sait pourquoi. Il y a peut-être une exception, c'est quand deux enfants naissent ensemble. J'allais y venir, vous êtes gentil de me le rappeler. C'est l'expression qui est fournie, apparemment l'exception qui est fournie par les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux se ressemblent finalement comme des jumeaux, ça c'est clair. Ils se ressemblent comme des jumeaux parce qu'ils ont le même patrimoine génétique, ils sont issus du même œuf. Les faux jumeaux qui ont été élevés ensemble dans le même milieu, dans l'organisme maternel, ne se ressemblent pas plus l'un avec l'autre que ne se ressemblent des frères ou des sœurs venant d'une famille, venant de la même famille. C'est-à-dire qu'ils ont été élevés, ils ont été conçus, ils se sont développés dans le même milieu, l'organisme maternel, mais leur programme génétique est différent, ils viennent chacun d'un œuf différent. Ceci pour dire que cette diversité, elle vient essentiellement, et ça on a encore des arguments pour le dire, elle vient essentiellement du programme que chaque œuf possède et qui lui permettra de se développer pour fournir un individu qui sera unique en son genre, finalement, comme chacun de nous est unique en son genre. Il n'y en a pas deux comme vous, il n'y en a pas deux comme moi, et qui fait qu'on assiste à cette extraordinaire diversité qui caractérise les populations naturelles, et de ce point de vue, les populations humaines peuvent être considérées comme des populations naturelles. J'entends bien que chaque espèce, de même que chaque individu dans l'espèce, se trouve caractérisé notamment par un programme génétique. Encore faudra-t-il préciser qu'est-ce que recouvre ce terme. Mais est-ce que ce programme génétique est aussi impératif que vous le dites? C'est-à-dire, est-ce que le milieu est aussi inopérant? Non, bien évidemment. Je crois qu'il faut considérer le problème du milieu à deux niveaux. Tout d'abord, un être vivant, quel qu'il soit, ne se trouve jamais dans le vide absolu. Il est toujours dans l'eau, dans l'air, entouré d'un milieu avec lequel il est en constante interaction. Il reçoit du milieu un certain nombre de signaux auxquels il répond en adoptant des comportements qui lui permettent de survivre dans ce milieu. Ça, c'est très général. Alors, s'agissant de l'espèce humaine, et pas seulement probablement de l'espèce humaine, mais aussi des vertébrés, les vertébrés supérieurs, les mammifères, en particulier les primates, il est clair que la diversité dont il a été question jusqu'à présent se reflète aussi au niveau des interactions socioculturelles, pour notre espèce en tout cas, qui interviennent dès la naissance de l'enfant. L'enfant, dès la naissance, est mis au contact d'un autre milieu que celui dans lequel il vivait à l'état d'embryon puis de fœtus, et il va recevoir de ce milieu des signaux, des informations qui vont avoir pour effet, d'une part, de l'adapter peu à peu à ce milieu particulier dans lequel il vient de découvrir, et d'autre part qu'il construira peu à peu la personnalité qui lui est propre. Il est de fait que nous différons les uns des autres au niveau biologique, mais nous différons aussi les uns des autres au niveau socio-culturel. Nous reviendrons, je pense, probablement sur ce problème parce que ça pose celui des limites, en quelque sorte, du programme génétique. Le programme génétique va jusqu'à mettre en place les neurones constitutifs du cerveau,
mais il semble bien qu'il n'aille pas jusqu'à mettre en place les interactions qui vont s'effectuer entre ces neurones, qui, elles, sont sous la dépendance du milieu dans lequel l'enfant se trouve et qui vont faire que peu à peu, il acquérera ce qui fait qu'il sera lui-même. Je pense en effet qu'on aura l'occasion de revenir sur plusieurs points qui seront d'ailleurs vraisemblablement l'objet d'autres clés, des autres clés de cette série, en particulier le programme génétique, etc. Donc, nous allons reprendre le cours de notre conversation sur la diversité qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. On a parlé de la diversité des espèces, on a parlé de la diversité à l'intérieur d'une espèce. Est-ce qu'il y a encore de la diversité à l'intérieur d'un individu, d'une espèce? Bien sûr. Cette diversité, elle est peut-être moins facile à saisir que celle qui existe entre les espèces d'une part et à l'intérieur d'une espèce d'autre part. Mais enfin, elle est quand même facilement, on peut facilement la décrire. Un organisme est formé d'organes. Bon, on y trouve un cœur, enfin chez les vertébrés en tout cas, les mammifères, on y trouve un cœur, on y trouve des poumons, des reins, des yeux, etc. Donc des organes, et chaque organe est formé à son tour de tissus. On trouve dans le foie un certain nombre de tissus qui ont des fonctions particulières. Si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que chaque tissu, et par conséquent chaque organe, est à son tour composé de cellules. Et il est remarquable de constater combien les différents types de cellules que l'on trouve chez un organisme multicellulaire sont différents les uns des autres. Depuis les cellules du foie, jusqu'aux cellules du cœur, les cellules du muscle, celles de la rétine. Je crois qu'il y a environ au moins 200 types cellulaires différents que l'on peut facilement discerner en disséquant un organisme, en disséquant ses tissus et en posant le tout sur une lame, entre lamelles, sur une lame, en posant une lamelle et en regardant au microscope avec des moyens de coloration sur lesquels on ne va pas s'étendre. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est, je dirais, presque merveilleux, c'est que tous ces différents types cellulaires, par des mécanismes que l'on ne connaît pas encore très bien à l'heure actuelle, mais sur lesquels on aura l'occasion de revenir, tous ces types cellulaires sont issus d'une seule cellule. Une seule cellule, unique, une unique cellule, le plus souvent, la plupart du temps, invisible à l'œil nu, qui est l'œuf. Chacun de nous est issu, fut un jour invisible à l'œil nu, sans même parler d'avant de ce qui se passait, avant même que le spermatozoïde rencontre l'ovule, mais il est issu d'une seule cellule minuscule, et il y a eu un processus d'amplification au cours du développement tel que nous voilà maintenant composés d'un nombre fantastique de cellules, dont beaucoup sont différentes, et qui toutes ont pour origine l'une d'entre elles, la cellule œuf. Vous parlez là d'une certaine catégorie de vivants, parce que notamment des vivants relativement complexes, puisque pour être né d'un œuf, il faut effectivement appartenir à des espèces qui sont sexuées. Or, il existe dans le règne animal des espèces qui ne sont pas sexuées, et par ailleurs, il existe aussi dans le règne végétal des quantités de caractéristiques. Oui, c'est juste. Alors, pour parler du règne végétal, le problème est le même. L'œuf ici s'appelle une graine. Et de la même façon, les processus de reproduction sexuée opèrent aussi bien chez les végétaux qu'ils opèrent chez les animaux. L'essentiel, c'est que vous partiez d'une graine ou d'un œuf, qui sont des éléments unicellulaires extrêmement petits, vous arrivez à bâtir un séquoia qui peut atteindre 120 mètres de haut. Il faudra le temps. Deuxième point, il existe effectivement des modes de reproduction qui ne sont pas des modes de reproduction sexués. À ce moment-là, il s'agit par exemple des protozoaires, des algues unicellulaires, des bactéries. Chaque cellule, dans ce cas, se divise en deux et donne naissance à deux autres cellules. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est de bien faire saisir que de même que tout à l'heure, on verra que nous sommes tous formés de molécules, que tout être vivant est formé de cellules. C'est l'unité la plus petite qui manifeste les caractères essentiels des êtres vivants, qu'il s'agisse d'unicellulaires ou de pluricellulaires. Alors naturellement,
Tous ces types cellulaires sont différents les uns des autres, mais on peut y trouver des caractères communs, et c'est là que l'on va retrouver, tout à l'heure peut-être, le problème de l'unité fondamentale qui est à la base des caractéristiques essentielles des êtres vivants. Alors avant d'atteindre à cette unité dont vous parlez, revenons à la diversité. J'ai encore une question à vous poser. Vous me l'avez d'ailleurs permise puisque vous avez dit que les cellules étaient constituées de molécules. Alors est-ce qu'il y a la diversité ou est-ce qu'on commence à voir apparaître malgré tout un certain niveau unificateur? Eh bien, on commence à voir apparaître un certain niveau unificateur à deux niveaux. C'est-à-dire que si l'on continue à disséquer, aller vers le plus petit, on va constater que dans les cellules, on va trouver des structures que l'on appelle des organites ou des organelles et qui sont communes à tous les êtres vivants, à tous les types cellulaires. Alors je crois que là, il faut faire une distinction entre ce que l'on appelle les prokaryotes, c'est-à-dire les cellules dans lesquelles on ne trouve pas un noyau bien différencié et qui sont essentiellement les bactéries, et les organismes et les cellules eucaryotes où on trouve un vrai noyau qui caractérise l'ensemble des autres êtres vivants. Il y a là, à ce niveau, des différences dans les constituants et dans les structures que l'on trouve dans ces deux types de cellules, mais on trouve quand même entre elles plus exactement, des structures communes. Ça, c'est donc le premier niveau. Le second niveau, c'est le niveau moléculaire, c'est-à-dire que ces organites, ces organelles, sont formés par des molécules, ce sont des édifices moléculaires, et l'unité, on va la trouver au niveau en particulier de la composition de ces organites, de ces organelles, des cellules. On va trouver que des molécules semblables se trouvent chez des organismes aussi différents que la levure, par exemple, qui est un champignon que l'on utilise, comme chacun sait, pour faire du pain ou de la bière, et l'homme. Et que par conséquent, on aborde là l'un des premiers, traits caractéristiques de l'unité des êtres vivants, c'est la composition moléculaire. Et on verra par la suite que ce sont les mêmes types de molécules, finalement, que l'on trouve à l'intérieur du monde vivant, quel que soit, dans certaines limites, bien sûr, l'organisme auquel on s'intéresse. En vérité, est-ce que l'unité qu'on aura l'occasion de voir la prochaine fois ne repose pas plus essentiellement sur les matériaux de base, c'est-à-dire les éléments constitutifs, le carbone, l'azote, etc., plus que dans les molécules elles-mêmes, car je suppose qu'il doit y avoir quand même un assez grand nombre de molécules qui constituent elles-mêmes les cellules. Oui, c'est vrai, il y a une très grande diversité des espèces moléculaires que l'on trouve dans les cellules, mais je crois que la diversité, elle doit se situer ici à deux niveaux. D'une part, il y a de très nombreuses molécules qui composent une cellule, et en particulier, il y a de nombreuses molécules de protéines qui la composent. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de constater que lorsque l'on compare les propriétés d'une protéine donnée, provenant d'un type cellulaire donné, mais venant de deux individus différents, alors là, on trouve aussi des différences. Et ces différences, elles sont le reflet de l'évolution. Il ne faut pas oublier que chacun des êtres vivants que nous connaissons, chacun de nous, est vieux en quelque sorte 4 milliards et demi d'années, qu'il est le résultat d'une évolution qui s'est poursuivie, d'abord d'une évolution prébiotique, puis d'une évolution biologique, ce qui fait que chacun des êtres vivants et chacun de nous peut être considéré comme étant digne de respect, de sollicitude et d'admiration.